Bonjour à tous, je m'appelle Emma et je suis Content Lead chez Payfit et je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour ce webinaire, le premier de l'année d'ailleurs, spécial actualité juridique et paye du printemps. En ce moment, on est en plein dans une période clé. On a les lois de finances et de financement de la sécurité sociale qui ont été publiées en début d'année avec leur lot de nouveautés. On a aussi le mois de mai qui arrive avec des échéances paye incontournables. On va parler des congés payés, de la DEETH et de la taxe d'apprentissage par exemple. Et on a également de nouvelles mesures qui impactent la gestion RH, notamment sur la parentalité. Pour nous accompagner aujourd'hui, on a réuni 3 experts Payfit. On a Mathilde, qui est juriste et qui décryptera les actualités juridiques. Bonjour Mathilde. Bonjour Emma. On retrouvera ensuite Quentin, qui est expert paye, qui vous donnera les clés pour anticiper toutes ces échéances de mai. Et Raïssa, qui est Product Marketing Manager, qui vous présentera toutes les nouveautés produits Payfit et pour voir comment bien les utiliser. Au programme, on a donc l'actualité juridique et paye. On va parler de loi senior, de l'ACRE, avec, comme je le disais, un focus sur les congés parentaux, les congés payés en 2026, les jours fériés, etc. et les nouveautés Payfit. Quelques petites précisions avant de commencer. Des experts Payfit sont présents dans le chat pour répondre à vos questions au fur et à mesure. Donc vraiment, n'hésitez pas à poser vos questions dans l'onglet dédié. On a un petit onglet questions où on peut répondre à chaque question de façon individuelle. N'oubliez pas également d'upvoter les questions qui vous intéressent le plus pour qu'on puisse les prendre en priorité. Le lien de la présentation, il sera disponible dans le chat et le replay vous sera envoyé par mail à la fin de ce webinaire. Donc pas de souci pour revoir vos moments préférés. Nous avons 45 minutes devant nous, alors on va attaquer directement. Mathilde, on a aujourd'hui une réforme de l'ACRE. Est-ce que tu peux nous en dire plus, s'il te plaît? Alors oui, tout à fait Emma. Donc, c'est une réforme qui est prévue par la loi de financement de la sécurité sociale, donc, qui a été publiée en décembre dernier. Mais avant de présenter les principales mesures qui ont été prévues par cette loi, je te propose déjà de revenir sur de quoi on parle, à quoi correspond l'ACRE. Donc l'ACRE est un dispositif d'exonération de cotisations sociales, donc c'est-à-dire de cotisations patronales et salariale, à destination en fait des créateurs et repreneurs d'entreprises et pour une durée de 12 mois. En fait, l'objectif du gouvernement en mettant en place ces dispositifs, c'était de faciliter le démarrage donc des créations d'entreprises ou des reprises d'entreprises. Donc pour revenir sur les évolutions qui sont prévues par la loi de financement de la sécurité sociale, il y a 2 évolutions majeures. Donc, il y a le premier point, c'est la réduction du nombre de bénéficiaires, donc qui est entrée en vigueur au 1er janvier 2026. Donc là, on est plus sur une population ciblée. Et donc, la deuxième mesure concerne en fait une baisse du montant de l'exonération. Donc là, pour le coup, on était en attente d'un décret d'application qui a été publié en février dernier. Donc voilà sur les 2 principales mesures prévues par l'ACRE. Donc en fait, tout simplement, on est passé en fait, Emma, d'un dispositif qui touchait un large public, avec un montant d'exonération qui était plutôt favorable pour les entreprises, à un dispositif un peu plus restreint et un peu moins avantageux. Ouais. Et concrètement, quelles sont les conditions à respecter pour en bénéficier aujourd'hui? Alors, très bonne question, Emma. Donc il y a 3 conditions cumulatives. Donc ça signifie que s'il y a une des 3 conditions qui ne sont pas respectées, l'entreprise ne pourra pas bénéficier de l'aide. Donc, concernant la première condition, donc en fait, il faut être en début d'activité ou en reprise d'activité. Il faut ne pas avoir bénéficié de l'ACRE au cours des 3 dernières années, pardon. Et ensuite remplir des conditions d'éligibilité, donc qui sont à un nombre certain, qui sont présentées et on peut les retrouver sur le site de l'URSSAF. Mais par exemple, c'est être demandeur d'emploi à France Travail. Très bien. Tu parlais aussi d'un changement sur l'accès au dispositif. Alors oui, totalement, ça c'est une bonne question. Donc pareil, cette nouveauté est entrée en vigueur au 1er janvier 2026. Et elle n'est pas des moindres, c'est que maintenant, l'aide n'est plus donnée automatiquement.
Donc, en fait, ça signifie tout simplement que la personne qui souhaite bénéficier de l'ACRE doit faire une demande auprès de l'URSSAF dans les 60 jours, suivant la création ou la reprise dans l'entreprise. Donc, à défaut, en fait, de remplir cette formalité maintenant obligatoire, l'aide ne pourra pas être versée. Donc, bien garder ça en tête, il faut faire sa demande. Oui. On a aussi des nouveautés sur le montant de l'exonération. Alors ouais, totalement. Comme je le disais en introduction, donc en fait, il y a une révision du montant de l'exonération qui est prévue par la loi de financement de la sécurité sociale. Après, là, pour le coup, Emma, c'est un point vraiment technique. Il y a des règles très spécifiques qui sont prévues par la législation. Je te propose de revenir sur les principaux points. Et tout d'abord, pour comprendre quelles sont les évolutions, déjà comprenons un peu quelles étaient les règles antérieures. Donc en fait, tout simplement, l'ACRE était basé en fait sur le revenu professionnel que le créateur ou le repreneur d'activité se verse. Et en fait, il y avait un comparatif qui a été fait par rapport au montant de ce revenu professionnel et le plafond annuel de la sécurité sociale, donc qu'on appelle le PASS, ou le plafond mensuel de la sécurité sociale qu'on appelle le PMSS. Donc en fait, c'est par rapport à ce revenu qu'on pourra déterminer en fait quel sera en fait le degré de l'exonération. Donc avant le 1er janvier 2026, on parlait soit d'exonération totale, soit d'exonération dégressive, donc c'est-à-dire que c'est un montant en fait qui diminue progressivement, ou d'une exonération qui est nulle. Donc ça, c'est le premier point. Donc par rapport là maintenant aux évolutions qui sont prévues depuis 2026, donc on se base toujours en fait sur le revenu professionnel que le créateur ou le repreneur se verse, toujours par rapport au PASS de l'année en cours. Mais en fait, aujourd'hui, il n'y a plus d'exonération totale. Donc en fait, aujourd'hui, on va parler d'une exonération partielle qui peut être versée du coup aux bénéficiaires. Et cette exonération partielle est plafonnée à 25% des cotisations qui sont concernées en fait par l'ACRE. Donc voilà, donc du coup, il y a quand même un net changement pour les personnes qui étaient concernées, qui auraient pu être concernées pour l'exonération totale. Donc en fait, comme on peut le voir sur la prochaine slide, sur ce tableau, il y a 3 types d'exonération qui sont désormais possibles. Donc une exonération partielle, donc si le revenu professionnel de la personne et du bénéficiaire qui est inférieur ou égal à 75% du PASS. Donc là, on a mis un exemple parce qu'en fait, le PASS aujourd'hui est en 2026 est à 4 005 €. Donc si le revenu est inférieur à 75% du PASS, le bénéficiaire peut bénéficier du coup d'une exonération partielle qui sera plafonnée à 25% des cotisations concernées. Donc là, c'est la grande nouveauté. Concernant le deuxième type d'exonération, ici c'est l'exonération du coup qui est dégressif. Donc c'est si le revenu professionnel est supérieur à 75% du PASS mais inférieur à 100% du PASS. Là du coup il y a une exonération dégressive qui sera calculée selon une formule de calcul qui est très précise, qui est déterminée par la législation. Et enfin, si le revenu professionnel est supérieur à 100% du PASS, là il n'y aura pas d'exonération. Il n'y aura pas d'exonération qui sera versée. En sachant, petit point, qu'en fait, ce calcul du revenu professionnel se fait au mois le mois. C'est-à-dire qu'au cours des 12 mois auxquels le bénéficiaire peut prétendre à l'exonération, voilà, ça sera calculé au mois le mois. Donc, il peut passer d'une exonération partielle à une exonération nulle, etc., en fonction du montant qui se verse. Très bien. Merci pour les précisions. Et juste avant de passer à l'autre sujet, à partir de quand ces nouvelles règles s'appliquent-elles, Mathilde? Alors ça, c'est un très bon point, Emma. Je pense que pas mal de personnes se posent la question. C'est à partir de toutes les créations et reprises d'activités qui sont à partir du 1er janvier 2026. Donc c'est-à-dire, en fait, autrement, que les entreprises qui ont été créées ou reprises avant cette date, donc jusqu'au 31 décembre 2025, c'est les anciennes règles qui s'appliquent. Également, pour tous les dispositifs d'exonération qui sont en cours, au moment de la transition d'année, également, ils bénéficient encore des anciennes règles. Très bien. Et on a d'ailleurs un article du Centre d'aide qu'on va vous envoyer dans le chat qui détaille les anciennes et les nouvelles règles. Comme ça, vous pourrez voir quelle situation s'applique à votre propre situation.
typiquement. Donc pour résumer, c'est une demande qu'il faut absolument faire dans les 60 jours. Exonérations sont réduites, les bénéficiaires sont plus ciblés et l'ACRE devient beaucoup plus restrictif. On a aussi une nouveauté dans la loi de finances qui concerne les jeunes entreprises innovantes, Mathilde. Oui, tout à fait, Emma. Donc là, c'est une nouveauté juridique. La loi de finances est venue en fait créer une nouvelle variante du statut jeune entreprise innovante, donc qui est un peu plus connu. Et du coup, cette nouvelle variante s'appelle jeune entreprise innovante à impact, donc on peut appeler aussi JE2I. Donc en fait, l'objectif est en fait de venir soutenir en fait les entreprises qui ont des projets de recherche à forte utilité sociale ou environnementale. Sachant, et c'est un point qui n'est pas des moindres, c'est un dispositif qui est temporaire, donc il a vocation en fait à se terminer le 31 décembre 2028. Très bien. Donc pour revenir sur les conditions pour pouvoir prétendre à ce nouveau statut, donc il faut remplir en fait les conditions communes aux jeunes entreprises innovantes, dont être une PME de moins de 8 ans, d'être aussi majoritairement détenue par des personnes physiques, mais également réaliser des dépenses de recherche et de développement entre 5 à 20% des charges fiscales déductibles. Et également, donc, qui est le nouveau critère, c'est de répondre à des critères d'utilité sociale. Donc ça, c'est des critères qui sont strictement définis par les administrations. Mais de la même manière, il y a un article du Help Center donc, qui présente toutes ces règles et qui renvoie aussi vers les sites officiels pour avoir la liste de tous les critères précis pour pouvoir prétendre à ce nouveau statut. Très bien, on vous envoie tous les liens. N'hésitez pas si vous avez des questions à les poser dans l'onglet questions du chat. Passons maintenant à la loi senior, donc d'octobre 2025. Est-ce que tu peux nous expliquer, donc il y a deux nouveaux dispositifs, le CDI senior d'une part et le nouveau dispositif de période de reconversion. On va commencer par le CDI senior, si ça te va ? Ouais, totalement, super. Donc du coup, le CDI senior, qu'on peut appeler également contrat de valorisation de l'expérience, donc a été créé par la loi senior qui a été publiée en octobre 2025. Donc lui également, c'est un dispositif temporaire, donc qui est en vigueur depuis la promulgation de la loi et a vocation du coup à prendre fin le 24 octobre 2030, au plus tard. Donc pour revenir sur l'objectif de ce CDI, c'est en fait, il permet pendant cette période de 5 ans aux entreprises de faciliter l'embauche des profils expérimentés. Donc en fait, au final, il s'applique à toutes les entreprises peuvent recourir à ce CDI senior. En revanche, les entreprises le signer qu'avec certains salariés, pardon. Très bien. Et notamment, comme on peut le voir ici, il faut respecter certaines conditions. Donc, notamment, le salarié doit avoir au moins 60 ans au jour de l'embauche. Donc, possibilité de revoir cet âge via des conventions ou accords. Mais également, le salarié doit être inscrit sur la liste des demandeurs d'emploi à France Travail. Également, le salarié ne doit pas avoir bénéficié encore de sa pension retraite à taux plein. Et quatrième condition et dernière, le salarié ne doit pas avoir été employé par cette entreprise ou par une même entreprise du groupe au cours des 6 mois précédant l'embauche. Très bien. Parfait. Alors, où est-ce qu'on en est ? On en est là. Que se passe-t-il à la fin de ce contrat, et notamment dans le cas d'une mise à la retraite ? Yes, alors là, c'est une particularité qui est prévue par la loi senior. Mais ce qu'il faut quand même bien comprendre, c'est qu'en fait, le CDI senior, c'est un CDI classique de droit commun, donc qui obéit aux mêmes règles qu'un CDI. Mais là, ici, il y a une particularité qui a été prévue par la loi. C'est alors, en fait, si l'entreprise souhaite mettre à la retraite un salarié qui est sous un CDI senior dans les conditions de conclusion par rapport à une date de départ à la retraite, s'il respecte bien toutes ces conditions, en fait, il a une exonération de la contribution patronale de 40%, normalement, qui doit être versée par rapport à l'indemnité de mise à la retraite. Mais si les conditions, du coup, par rapport à l'âge de départ à la retraite du salarié n'est pas respectée, du coup, ça sera considéré comme un licenciement. Très clair. On va maintenant passer à la période de reconversion, donc le CDD période de reconversion. Qu'est-ce que tu peux nous en dire, Mathilde ?
Alors oui, totalement. Ça, c'est aussi une nouveauté qui est prévue par la loi senior. Donc, elle est venue créer en fait cette période de reconversion qui vient remplacer des dispositifs qui sont déjà existants. Mais en fait, l'objectif là de cette loi, c'était vraiment de sécuriser juridiquement en fait les mobilités professionnelles, soit internes, soit externes des salariés. Mais l'objectif, c'est vraiment en fait de favoriser et d'accompagner les mobilités professionnelles des salariés. Là, la vraie particularité de ce dispositif, même s'il est prévu par la loi senior, c'est qu'il est ouvert à tous les salariés, quel que soit leur âge, quelle que soit leur ancienneté. Par ailleurs, donc en fait, c'est une mobilité professionnelle, donc on est dans le cadre en fait d'une formation professionnelle. Donc là, il y a un nombre d'heures de formation qui est prévu par la loi et qui est entre 150 et 140 heures sur les 12 mois. 450 heures, c'est ça? Oui, pardon, 150 et 450, 450 heures. Parfait. Vous aurez toutes les informations dans tous les cas sur le PDF. Un autre point, quelles sont les obligations spécifiques aux entreprises qui souhaitent recourir à ce type de dispositif? Yes, donc c'est une très bonne question, Emma. Là, pour le coup, la loi senior est vraiment venue encadrer la mise en œuvre de cette période de reconversion. Donc, il y a plusieurs obligations qui pèsent sur les entreprises et donc de différentes manières. Là, je te propose, on va revenir sur les principales. Bien sûr. De la même manière, on a un article du Web Center qui reprend toutes les obligations légales. Mais ce qu'il faut bien retenir, donc en fait, toutes les entreprises peuvent mettre en place un dispositif de période de reconversion. Ils doivent normalement passer via soit une décision unilatérale, soit un accord collectif. Donc là, en fait, cette obligation, elle dépend vraiment de la taille de l'entreprise. Et par ailleurs, les obligations aussi diffèrent selon le type de reconversion. Donc si on est dans le cadre d'une reconversion interne ou si on est dans le cadre d'une reconversion externe. Et également, on pourra le voir ensuite, les obligations diffèrent également si on est l'entreprise d'origine du salarié ou si on est l'entreprise d'accueil. Très bien. Comment ça se passe en cas de reconversion externe? Yes, donc dans le cadre d'une reconversion externe, en fait, donc là, le salarié souhaite faire une mobilité professionnelle dans une autre entreprise que la sienne. Donc, en fait, il va faire cette mobilité dans une entreprise qu'on appelle l'entreprise d'accueil. Donc là, les effets ne sont pas des moindres sur son contrat de travail. En fait, le contrat de travail dans son entreprise d'origine sera suspendu. Et du coup, sa situation dans l'entreprise d'accueil, en fait, il y a deux possibilités. Soit il signe un CDI classique, mais là, pour le coup, il y a quand même une obligation d'assortir ce contrat d'une période d'essai. Ou bien, et là, c'est la grande nouveauté de la loi senior, c'est de signer un CDD pour motif de reconversion pour une période minimale de 6 mois, également assortie d'une période d'essai. Donc ça, vraiment, Emma, c'est vraiment la nouveauté, c'est que ce nouveau motif de CDD est venu intégrer le Code du travail. Et par rapport, donc là, on peut voir qu'il y a des obligations vraiment spécifiques pour la reconversion externe. Oui. Mais il y a aussi la possibilité de faire une reconversion interne. Et là, en fait, dans ce cas-là, le salarié, dans son entreprise, il souhaite changer de service pour, voilà, dans le cadre de sa mobilité professionnelle. Et là, les effets sur le contrat sont beaucoup moindres, dans la mesure où, en fait, le contrat continue à poursuivre ses effets, la rémunération est maintenue, mais par contre, il y a des formalités à respecter qui sont quand même d'avoir un accord entre le salarié et son employeur. Totalement. Et on va revenir sur les formalités qui doivent être respectées, Mathilde. Alors oui, il y a plusieurs formalités et plusieurs obligations, comme on le disait tout à l'heure. Mais voilà, les principales, c'est d'avoir un accord écrit entre le salarié, l'entreprise d'origine ou l'entreprise d'accueil, ou bien les trois. D'avoir une convention de formation, parce qu'on est bien dans le cadre d'une mobilité professionnelle. Et également, une déclaration doit être faite auprès de l'OPCO via un CERFA qui est disponible sur les sites officiels et également sur notre centre d'aide. Et pourquoi c'est important ? Parce que comme on est dans le cadre d'une mobilité professionnelle, en fait, les employeurs peuvent avoir un financement de l'OPCO. Et même si le salarié est d'accord, il peut mobiliser en fait ses droits à son compte personnel de formation CPF pour financer cette mobilité professionnelle.
Très bien. Et que se passe-t-il à la fin de la reconversion? Voilà. Deux possibilités. Soit les salariés souhaitent rejoindre son entreprise d'origine. Oui. Donc là, il doit retrouver en fait son poste dans des conditions équivalentes. Mais par contre, pour le coup, s'il avait signé un CDD de période de reconversion dans la société d'accueil, il ne pourra pas bénéficier de l'indemnité de précarité parce qu'il ne se trouve pas dans une situation précaire dans la mesure où il retrouve un contrat. Dans la deuxième situation, si en fait le salarié souhaite poursuivre ses relations contractuelles dans l'entreprise d'accueil, là, il devra avoir une rupture de son contrat initial dans son entreprise d'origine et les textes prévoient que normalement, cette rupture se fasse via la signature d'une rupture conventionnelle. Très bien. Donc là, on a fait le tour de ces différents types de contrats. Donc, ce sont vraiment deux dispositifs complémentaires, le CDI senior qui va favoriser l'emploi des profils expérimentés et la période de reconversion pour sécuriser les mobilités professionnelles. Je te garde encore avec nous, Mathilde, pour un sujet qui est assez universel. C'est un sujet clé en paye. On va parler de la parentalité. On a les congés maternité, paternité d'accueil de l'enfant, adoption et aussi cette année, le nouveau congé supplémentaire de naissance. Alors les règles qu'on va vous présenter sont des règles légales, donc vérifiez toujours votre convention collective qui peut être plus favorable. On va commencer par le congé maternité. Est-ce que tu peux nous rappeler un peu les grandes règles qui entourent ce droit? Oui, avec plaisir, Emma. Donc, ce qu'il faut bien retenir, c'est qu'en fait, le congé maternité se compose de deux périodes. Donc, on appelle le congé prénatal, donc c'est toute la période avant la naissance, et le congé postnatal, c'est le congé après la naissance. Là, on ne va pas revenir sur les durées légales, mais c'est vrai que le Code du travail prévoit des durées pour le congé maternité. Mais ce qu'il faut retenir, c'est qu'en fait, il y a plusieurs critères. Et en fait, la durée va dépendre selon le nombre d'enfants à naître, donc si on est dans le cadre d'une naissance simple ou une naissance multiple, mais également du nombre d'enfants déjà à charge de la maman. Et là, du coup, la durée peut être étendue. Par ailleurs, le Code du travail prévoit toutefois, même si cette durée légale peut varier, mais la maman doit prendre obligatoirement son congé maternité 2 semaines avant la date de l'accouchement et 6 semaines après. Donc là, voilà, c'est vraiment les deux périodes qu'il faut garder en tête. Très bien. On va faire un petit point sur l'indemnisation, mais aussi les droits pendant ce congé, Mathilde. Alors oui, totalement. Mais petit point juste, parce que c'est une question Oui, bien sûr, que sur souvent on se pose. le décalage. C'est qu'est-ce qui se passe si la naissance n'a pas lieu Ce qui arrive très souvent. Oui, exactement. Le jour du terme. Ouais, on ne sait pas forcément quand. Mais en tout cas, si la naissance a lieu avant le terme prévu, le congé du coup prénatal qui n'a pas été pris sera reporté sur le congé postnatal. Deuxième situation, si la naissance a lieu après le terme, du coup, le congé est prolongé et car le congé postnatal commence vraiment au jour de la naissance. Très bien. Et on va, dans ce cas, parler de l'indemnisation et des droits, du coup, Mathilde. Yes, totalement. Et donc là, l'indemnisation de la maman se fait en fait par la sécurité sociale. Donc ça se passera via le versement d'indemnités journalières de sécurité sociale, qu'on appelle également IJSS, en sachant que le Code du travail ne prévoit pas de maintien de salaire par l'employeur pour la maman. Mais sachant, comme tu le disais en introduction, la plupart des conventions collectives le prévoient. Donc, regardez bien les dispositions qui sont prévues pour votre secteur d'activité. Concernant les droits aux mamans, parce qu'il y en a plusieurs, je te propose de revenir sur les principales. Bien sûr. Donc, pour commencer, dès que la maman a informé de sa grossesse à son employeur, elle a une protection contre le licenciement, sauf faute grave et faute lourde qui n'a rien à voir avec l'état de grossesse, bien entendu. Mais vraiment, ça concerne tout le monde à partir du moment où un contrat existe. Ouais. Parce que d'ailleurs, la Cour de cassation est venue rappeler très récemment, donc de mémoire le 25 mars dernier, que cette protection contre le licenciement existe même pendant la période d'essai, à partir du moment où elle a été informée, ou en tout cas la maman, elle a 15 jours pour informer son employeur de son état de grossesse. Très bien. Concernant aussi les droits pendant le congé, là pour le coup, donc en fait toute la période du congé est assimilée à du temps travail effectif, donc pour la détermination à l'ancienneté, au congé payé
et également au droit CPF, donc qui est le compte personnel de formation. Hop. Également, la maman a des droits au moment de la reprise. Oui. Donc, notamment, elle doit bénéficier d'une visite médicale sous 8 jours avant la reprise, mais également d'un entretien professionnel, voilà, pour faire le bilan de ce qui s'est passé dans l'entreprise pendant son absence. Et par ailleurs, elle a également le droit de bénéficier en fait de sa réintégration dans un poste à des conditions au moins équivalentes précédant son départ en congé. Très bien, on fait maintenant le point sur un autre congé, donc le congé paternité et de l'accueil de l'enfant, Mathilde. Yes, alors pour rappel, le congé paternité a fait l'objet d'une grande réforme en 2022. Donc là, c'est reprendre du coup ces règles qui sont applicables aujourd'hui. Donc avant le congé paternité, il y a ces 3 jours ouvrables de congé naissance. Donc c'est une obligation pour le papa de prendre ce congé naissance suite à la naissance. Et ensuite, le congé paternité est en fait composé de 2 périodes distinctes. Donc, comme on peut le voir là, il y a 4 jours calendaires obligatoires à prendre à la suite du congé naissance. Et ensuite, il peut bénéficier en fait de 21 jours calendaires ou de 28 jours calendaires si c'est une naissance multiple. Et là, pour le coup, c'est une période qui est facultative, qui peuvent être fractionnables, mais en revanche, il y a quand même l'obligation de prendre cette période dans les 6 mois suivant la naissance. Très bien. Un petit point aussi sur le congé d'adoption. Yes, donc pour le coup, le congé d'adoption, lui, débute au plus tôt dans les 7 jours avant l'arrivée de l'enfant dans le foyer. Là également, la législation prévoit des durées. On ne va pas revenir dans le détail, mais pareil, la durée va dépendre, par exemple, du nombre d'enfants qui sera adopté et du nombre d'enfants à charge. Très bien. Et on va parler... Hop, donc là, du coup, ça, on a déjà vu sur les Ouais, en obligations. fait, là, c'est pour la situation du parent, Oui, qui sont identiques, que ce soit en congé paternité ou en congé d'adoption. d'adoption. Donc là, de la même manière, l'indemnisation se fait via le versement d'indemnités journalières de sécurité sociale. Il n'y a pas d'obligation aussi légale de maintien de salaire par l'employeur, mais vigilance, cela peut être prévu par les dispositions de votre convention collective. Et par rapport aux droits, donc également, il existe du coup une protection contre le licenciement, sauf faute grave et faute lourde qui n'a rien à voir avec cette absence. Et également, du coup, cette période est assimilée à du temps de travail effectif pour la détermination aux droits de l'ancienneté et des congés payés. Très bien. On va maintenant faire un focus sur la nouveauté de cette année. Donc, c'est le nouveau congé supplémentaire de naissance qui a été prévu par la loi de financement de la sécurité sociale de cette année. Tu m'arrêtes si je me trompe, mais je pense que c'est bien ça. Qu'est-ce qu'il faut savoir, en fait, sur ce nouveau congé de naissance? Yes, bah ça, c'est une nouveauté et une bonne nouvelle pour les parents. Donc, du coup, le principe, c'est que dès qu'un des parents, en fait, a épuisé ses droits, soit de congé maternité, congé paternité, congé d'adoption, il peut bénéficier en fait d'un congé supplémentaire de naissance. Donc, il peut aller d'une durée de 1 à 2 mois supplémentaires. Et en fait, cette nouveauté entre en vigueur au 1er juillet 2026. En revanche, il y a un effet rétroactif parce qu'en fait, c'est à partir du moment où les enfants nés ou adoptés à compter du 1er janvier 2026. Très bien. Toutefois, il reste encore certaines incertitudes sur notamment l'indemnisation de son congé. On est toujours en attente des précisions de l'administration. Il y a eu quelques petites infos qui sont tombées fin de semaine dernière, où peut-être il y aurait une indemnisation à 70-60%. Mais rien n'est sûr, c'est un projet de décret qui devrait bientôt paraître. Mais voilà, sachez que nos équipes internes sont fortement mobilisées sur ce sujet. Fait une veille quotidienne pour prévoir en fait une implémentation qui sera disponible pour nos clients au 1er juillet 2026 selon les conditions qui seront prévues par l'administration.
Parfait. Ben, merci beaucoup, Mathilde, pour ce tour d'horizon complet des actualités juridiques du moment. Et nous, on se retrouve dans quelques secondes avec Quentin, juste le temps qu'il s'installe, et on vous parlera des congés payés, de toutes les échéances du mois de mai qui arrivent. À tout de suite. Et je suis maintenant avec Quentin. Bonjour Quentin. Salut Emma. Donc Quentin, tu es expert paye chez Payfit et on va parler, j'ai un petit peu dit ce qu'on allait voir juste avant, des congés payés en 2026. On va parler des échéances concrètes qui arrivent et le 31 mai, typiquement, c'est une date clé. Pourquoi ? Tout à fait, c'est une date clé dans le sens où pour les entreprises, elle marque la fin de la période de référence des congés payés dans le régime classique. C'est un moment important pour les entreprises, donc de fiabiliser les compteurs et donc de vérifier les droits acquis des collaborateurs, les congés pris, les éventuels reliquats et aussi de sécuriser à la fois la gestion RH et les traitements en paye dans Payfit. Très bien. Et donc à cette date, l'entreprise doit donc s'assurer que les absences ont bien été prises en compte et que les soldes affichés dans le logiciel reflètent la réalité terrain de l'entreprise. Et un reliquat de congé doit toujours être analysé car il peut résulter donc, soit d'un report autorisé, d'une absence particulière ou d'un manque d'anticipation dans l'organisation des départs. Donc bien faire attention à ça. On a également un ordre de déduction des congés payés dont tu vas nous parler, Quentin. Oui, l'ordre des déductions dépend donc des types de congés en place dans l'entreprise. Par exemple, il peut y avoir des CP supplémentaires liés à la convention collective et ainsi que la disponibilité de ces CP dans les comptables. Cependant, la déduction se fera toujours dans l'ordre suivant qu'on voit affiché à l'écran et les congés décomptés en premier sont ceux pour lesquels la date de perte est la plus proche. Très bien, on vous envoie bien sûr toutes ces informations dans le chat pour que vous les ayez en tête. Quid des congés pris par anticipation ? Et du coup, il ne faut pas oublier que s'il y a eu des CP pris par anticipation pendant la période de référence, il faut porter une vigilance particulière parce que du coup, ils peuvent entraîner une régularisation de l'indemnité de congé payé, parce que du coup, comme ils ont été pris par anticipation, ils ont forcément été payés par la règle du maintien. Et là, donc, la régularisation peut s'opérer, la règle du 10e, qui est plus avantageuse que la règle du maintien, et notamment si des éléments variables de rémunération doivent être encore intégrés dans leur calcul. Très bien, donc on va vraiment s'occuper des congés payés en mai. Une fois qu'on a vu ça, on va maintenant parler des jours fériés. Est-ce que tu peux nous faire un petit rappel sur les règles applicables ? Ouais, petit rappel nécessaire parce que du coup, on arrive bientôt au mois de mai et il est un peu utile de faire un point sur les règles applicables aux jours fériés, aux ponts et aussi à la journée de solidarité. Donc, on va commencer par les jours fériés. Et donc, on rappelle en France qu'il existe donc 11 jours fériés légaux, plus 2 pour l'Alsace-Moselle. Et parmi eux, seul le 1er janvier, 1er mai, pardon, merci, est obligatoirement chômé pour tous les salariés, sauf dans les secteurs où l'activité ne peut pas être interrompue, comme par exemple la restauration rapide. Pour les autres jours fériés, par contre, leur caractère chômé peut être prévu par une convention collective, un accord d'entreprise ou encore directement par l'employeur. Mais il faut rappeler que les salariés de moins de 18 ans ne peuvent en principe pas travailler les jours fériés légaux, même si ces jours ne sont pas chômés dans l'entreprise. Très bien. Et donc sur la question de la rémunération, oui, tout à fait, le 1er mai bénéficie lui d'un régime un peu spécifique, puisque lorsqu'il est travaillé, il est forcément payé double. Par contre, en revanche, pour les autres jours fériés communs, aucune majoration n'est prévue par la loi, sauf si disposition conventionnelle plus favorable. Très bien, on va faire un petit point sur les ponts de mai. Ouais, concernant les ponts, donc déjà pour rappel, il s'agit d'un jour férié, d'un jour chômé situé entre un jour férié et un jour de repos hebdomadaire, ou entre un jour férié et un début de congé payé ou dans les RTT qui ont été posés dans la semaine. Et donc l'employeur peut décider d'accorder cette journée ou d'en prévoir la récupération.
ou encore proposer la pose d'un congé, mais il ne peut en aucun cas imposer aux salariés de poser un congé payé ou un RTT. Très bien. Et qu'en est-il de la journée de solidarité, Quentin? Eh bien, la journée de solidarité, donc déjà petit rappel sur Ouais. ce que c'est la journée de solidarité, pardon. Ça correspond donc à une journée de travail supplémentaire qui est non rémunérée et qui est destinée à financer des actions en faveur de l'autonomie des personnes âgées ou en situation de handicap. Et elle est en principe organisée par accord collectif ou par défaut par décision de l'employeur après consultation du CSE. Elle peut par exemple prendre la forme d'un jour férié auparavant chômé hors 1er mai, Ouais. d'un jour de RTT ou de toute autre modalité permettant de travailler 7 heures auparavant non travaillées. Très bien. Et toujours en mai, on a la DOETH. Est-ce que tu peux nous faire un petit rappel? Ouais, petit rappel donc déjà sur la DOTH. Donc, tout employeur d'au moins 20 salariés est tenu d'employer des bénéficiaires de l'obligation d'employeur des travailleurs handicapés, ce qu'on appelle l'OETH, dans une proportion minimale de 6% de leur effectif moyen annuel. Et là, du coup, on peut voir à l'exemple, plusieurs exemples non exhaustifs de bénéficiaires de l'OETH affichés à l'écran. Et donc, il existe 2 obligations déclaratives qui doivent être distinguées. Donc, la première déclaration mensuelle, donc elle concerne tous les employeurs, qu'on ait plus ou moins 20 salariés dans les effectifs. Et ça permet de déclarer si on a un collaborateur en situation de handicap, donc ça mensuellement. Et la déclaration annuelle, donc là, elle concerne les entreprises d'au moins 20 salariés qui, eux, ont l'obligation d'effectuer une déclaration annuelle, toujours via la DSN. Et donc pour 2026, la déclaration relative à l'OETH au titre de l'année 2025 doit être réalisée donc, dans la DSN d'avril, avec pour l'échéance le 5 ou le 15 mai 2026. Très bien. Est-ce qu'il y a eu une évolution juridique récente sur ce dispositif? Tout à fait, parce que du coup, depuis 2020, il existait un écrêtement qui a été mis en place donc c'était un écrêtement temporaire, et donc qui permettait donc une réduction progressive de cette contribution. Donc tout ça pour habituer les entreprises à se mettre au pas sur ces évolutions. Et là, donc depuis 2026, mais sur les données 2025, cet écrêtement est terminé, il n'existe plus. Et donc, ce qui veut dire que la contribution sera calculée à taux plein, et ce qui permet ce qui a mis en place des nouvelles obligations en termes de normes déclaratives en ASN. Mais ça, c'est transparent pour les clients. Ils ont juste à remplir leurs tâches requises. Très bien. Et voilà. Parfait. La simplicité, on adore. Une autre échéance en mai, le solde de la taxe d'apprentissage. Oui, donc depuis le 1er mars 2026, fin de l'exonération pour les associations. Et donc déjà, il existe 2 taux. Oui. Donc la part principale qui est de 0,59, qui elle est collectée mensuellement via la DSN par les URSSAF, et le solde de 0,09% qui lui est calculé annuellement et payé sur l'année suivante. Donc là, du coup, en mai 2000. Dans la DSN d'avril, les entreprises vont devoir payer le solde de l'année 2025. Très bien. On va faire un petit rappel sur du coup, le rappel de ce qu'est la taxe d'apprentissage. Ouais. C'est l'accès égal à l'apprentissage et contribution au financement d'actions pour le développement de l'apprentissage. Et donc, on vient de voir, il est composé d'une part principale et d'un solde. Et donc, tout se fait via la DSN. Très bien. Donc là, on a remis un peu les échéances pour que vous les ayez en tête, mais on a déjà tout vu. Également, donc là, c'est les dates que tu avais dites. Et voilà. Et donc, normalement, il y a une tâche requise et le client a juste à suivre la tâche requise, donc du coup, pour permettre la déclaration de ce solde. Très bien. Et là, du coup, la plateforme Soltea, donc c'est possibilité de choisir à qui reverser le solde entre mai et novembre. Et après novembre, du coup, si aucune action n'a été faite, c'est France Compétences qui répartira les fonds de manière équitable. Et donc, possibilité pour les clients de verser la totalité ou une partie des fonds versés à l'URSSAF vers des établissements de leur choix. Donc ça, du coup, ça se fait sur la plateforme Soltea. Très bien. On va parler maintenant du bonus-malus.
Donc le bonus-malus est en vigueur depuis 2022 et quelques petits changements sont arrivés en 2026. Donc changements notamment sur les secteurs, les motifs de fin de contrat concernés ainsi que la périodicité applicable. Donc sur les secteurs, donc les CCN, le secteur du travail, du bois, de l'industrie et du papier et de l'imprimerie sont eux sortis du dispositif, ils sont peu concernés. Sur les nouveaux motifs de contrat exclus du calcul, il s'agit donc des fins de contrat saisonniers, les fins de contrat pour faute grave ou lourde, et les licenciements pour inaptitude d'origine non professionnelle. Et en termes de périodicité, donc avant le taux applicable, se voyait applicable de novembre N à août N plus 1, et maintenant donc c'est le nouveau taux applicable de mars N à février N plus 1, et il est basé sur les fins de contrat des 3 dernières années civiles. Parfait, et ben on a fait le tour de toutes ces échéances. N'hésitez pas, si vous avez des questions, à les poser directement dans l'onglet questions. On vous répond au fur et à mesure. Donc voilà, on prend un peu de temps pour répondre, mais pour vous donner les bonnes réponses. Merci beaucoup, Quentin. Merci à toi, Emma. Et on va ensuite retrouver Raïssa qui va faire le tour des nouveautés PayFit. Il y en a pas mal aujourd'hui. À tout de suite. On est de retour pour la dernière partie de ce webinaire. On va passer aux nouveautés PayFit avec Raïssa. Bonjour Raïssa. Bonjour Emma. Raïssa, tu es Product Marketing Manager chez PayFit et il y a pas mal de choses dont tu veux nous parler aujourd'hui. Ouais, et on va commencer avec PayFit Copilot, notre assistant IA. Donc on sait que nos clients en ont marre de passer du temps à répondre aux mêmes questions RH et Pay. Et depuis janvier, on a ajouté pas mal d'améliorations sur PayFit Copilot. La première, c'est les données contextuelles. Qu'est-ce qu'on entend par là ? Quand on pose une question à Copilot, historiquement, il avait déjà accès à la base de connaissances de PayFit, notamment tout ce qu'on a dans le Help Center, etc. Depuis le mois de janvier, Copilot a également accès à tout ce qui est CCN, contrat, absence, vraiment toutes les données de l'entreprise qui permettent vraiment de maintenant délivrer une réponse qui n'a jamais été aussi précise que par le passé. Et ce qui vraiment va nous distinguer de toutes les autres solutions IA qui va avoir une tendance à délivrer une réponse un petit peu généraliste. Et oui, non, vraiment, contrat, CCN, bulletin, tout est inclus. Et vraiment, là, on peut vraiment se dire que c'est un allié de confiance pour nous apporter des réponses quand on est admin. Là, je te parle donc des admins. Oui. Mais une autre nouveauté qu'on a ajoutée depuis le mois de janvier, c'est l'accès de PayFit Copilot aux collaborateurs, donc aux employés de nos admins, tout simplement. Depuis janvier, ils ont aussi accès sur leur propre espace candidat, qu'est-ce que je raconte ? Leur propre espace collaborateur à PayFit Copilot. Ils peuvent poser des questions en tout anonymat, et ça, c'est important de le souligner, je pense, surtout quand... On imagine facilement la situation avec un employé qui a un projet un peu perso et qui ne sait pas trop comment se positionner auprès soit de son RH, soit de son responsable dans un premier temps. Il peut vraiment poser sa question en toute confidentialité. Ce qu'il demandera restera entre PayFit et PayFit Copilot, même précisément, et lui. Et cette solution, elle est vraiment plébiscitée par les collaborateurs puisque on est donc sur un lancement en janvier. Fin février, il y avait déjà plus de 20 000 messages qui avaient été envoyés par des collaborateurs avec un taux de satisfaction de 87,5%. Donc, on est pas mal sur le lancement, je pense. Très bien, c'est parfait ça. Là, on a parlé de PayFit Copilot. On va maintenant parler, donc en lien avec le sujet qu'on a abordé aujourd'hui, de la simulation du solde de congé, Raïssa. Oui. Donc, on va faire un petit écho à un point qui a été abordé un peu plus tôt avec Mathilde et Quentin. C'était quand même la demande d'amélioration produit mentionnée 3 fois plus que les autres. Donc, il était temps qu'on s'y attaque. Dès la fin de ce mois d'avril, à nouveau pour les employés qui donc ont des admins qui utilisent PayFit, ce sera beaucoup plus simple de comprendre le solde de congé qui est à leur disposition. En se connectant à leur espace, ils pourront voir à un horizon 3 mois, 6 mois, même 12 mois, le nombre de congés qu'il leur reste. Et ça, vraiment, c'était quelque chose qui était très attendu, très demandé. Donc, on est assez content d'avoir enfin une réponse à apporter sur ce sujet-là.
Donc fini les calculs un petit peu hasardeux, les questions répétitives aux équipes d'administration, etc. Et ce qui est intéressant aussi, comme on peut le voir sur l'image, là c'est suggéré, quand on fait sa demande du coup de congé dans le futur, à partir de maintenant, on aura même une recommandation de PayFit sur est-ce qu'il vaut mieux prendre plutôt des congés payés ou des RTT. On va pas se mentir, on s'est déjà tous posé la question, on se pose régulièrement la question quand on est employé, qu'est-ce que j'ai intérêt à prendre pour pas perdre mes jours derrière. Donc, plutôt intéressant aussi comme nouveauté produit. Très pratique et ça répond à ce que Quentin mettait en avant tout à l'heure, donc l'ordre de déduction des congés, etc. On y répond comme ceci. On a aussi une intégration avec Boon désormais, Raïssa. Exactement. Donc, Boon Manager, tous nos clients dans la catégorie ESN, donc entreprise de conseil, ça va leur parler. Parce que c'est largement le RP le plus répandu, le plus utilisé. C'est un peu leur machine à tout faire, souvent chez beaucoup de nos clients. Et malheureusement, jusqu'à il y a peu, c'était pas très simple de jongler entre Boon Manager et PayFit, parce qu'il y avait du reformatage à faire du fichier Excel, il y avait des absences à importer manuellement, etc. Tout ça, c'est fini. Maintenant, les absences, elles sont mises à jour automatiquement. Enfin, maintenant, je m'avance un peu. À vrai dire, ce sera à partir du mois de juin. Les absences seront immédiatement, elles vont remonter immédiatement dans PayFit avec tout ce qu'il faut comme recalcul en termes d'impact, etc. de notre côté. Et il y aura, non seulement il y aura ça, mais ils auront aussi accès à un dashboard de la traçabilité pour garder le contrôle total. Donc voilà, fini le stress, fini, encore une fois, de toute façon, c'est toujours ce qu'on dit avec les intégrations, mais c'est toujours intéressant de le redire, fini le stress, les doubles saisies, les risques d'erreurs potentielles entre les deux outils, tout sera plus fluide à partir de maintenant. Très bien. Un autre point, on en parlait tout à l'heure avec Mathilde, le congé de naissance supplémentaire. Où est-ce qu'on en est chez PayFit ? Où est-ce qu'on en est ? Alors, on est encore en pleine construction, oui. Mais on voulait avoir un petit mot dessus parce que c'est évidemment une question qui commence déjà à être sur les lèvres de pas mal de nos clients. On a déjà donc sur PayFit un espace parentalité sur lequel on a déjà un parcours pour congé maternité second parent, congé pathologique et congé d'adoption, évidemment. Et ce qui va se passer, c'est qu'à partir de la paye du mois de juillet, nos clients auront accès à un parcours supplémentaire qui est donc le parcours de congé supplémentaire de parentalité. C'est un parcours qui sera fait de façon aussi fluide que possible, évidemment. Et quitte à toucher à l'espace parentalité, on va en profiter aussi pour faire un petit rafraîchissement. Un petit rafraîchissement du premier parcours, du coup, qui est donc le parcours maternité second parent, en le rendant aussi fluide, justement, que ce qu'on va faire sur le nouveau parcours congé supplémentaire. Très bien. On a aussi une nouveauté du côté de la gestion des plannings. Exactement. Donc ça, c'est une nouvelle qui va trouver un écho particulier auprès de nos clients café, hôtel, restaurant. Parfois, la vie, le rythme de travail dans ces entreprises-là appelle à une vision planning. Donc, on a bien travaillé sur ce sujet-là et c'est désormais disponible. Comme on peut le voir à l'écran, il y a vraiment une vue maintenant calendrier beaucoup plus lisible, beaucoup plus flexible. On a aussi les absences. Ce qui va être intéressant aussi, c'est que non seulement on a fait ça, mais dans pas très longtemps, ce sera aussi possible de modifier le planning dans le futur. Je donne un exemple un peu bête, mais si on sait déjà à l'avance que tel employé qui, pour le moment, fait du 9-12 heures et ensuite du 12-15 heures, enfin non, quoique du 13-15 heures peut-être plutôt, et qu'à partir du mois prochain, comme il y aura un changement d'activité ou un changement de son côté, ce sera plus jusqu'à 15 heures qu'il va travailler, mais plutôt 16 heures, il va commencer plus tard. Bah ça, on peut déjà le renseigner, on pourra déjà le renseigner à l'avance sur PayFit, comme ça, il n'y a pas besoin de... Enfin, on le note dès qu'on sait que c'est nécessaire, et ça va permettre encore de gagner davantage en flexibilité. Parfait. Et nous avons noté sur les avenants compléments d'heures. Oui, tout à fait. Donc, les mêmes entreprises, pour le coup, ont souvent recours à des temps partiels, beaucoup. Et de temps en temps, quand on sait qu'il va y avoir un pic d'activité et qu'on va devoir augmenter la durée de travail d'un collaborateur donné, parfois c'était pas forcément facile à gérer pour les utilisateurs. On se posait pas mal de questions. Maintenant, ce qu'on fait, c'est qu'on leur fournit déjà un modèle de document pour adresser ce sujet-là. Et évidemment, on gère tout ce qui est impact en paye. Ils ajoutent un avenant complément d'heures et tout se fait en quelques clics. Ils vont choisir les dates de l'avenant, le nombre d'heures concernées, leur répartition aussi, et ainsi que la majoration à appliquer. Et pour le reste, évidemment, comme d'habitude, on s'occupe de tout, le suivi, l'impact en paye. Très bien. Et la dernière nouveauté concerne les astreintes, la gestion des astreintes.
La gestion des astreintes, tout à fait. Là, on s'adresse pour le coup à une autre typologie de clients. Bien possible que ça parle surtout au secteur du médico-social. La pose d'astreinte, elle évolue dans notre espace. Évidemment, elle existait déjà. Ce qu'on a rendu plus simple, c'est l'ajout, tout simplement, et aussi le calcul. Forcément, c'est au cœur de tous nos sujets. Le calcul automatique de leur compensation, quel que soit le type de compensation d'ailleurs, que ce soit financière ou alors sous forme de repos. Et s'ils ont besoin d'ajouter une astreinte sur les mois précédents parce qu'il y a eu un oubli, ça arrive. Ce qui est pas mal aussi, c'est que désormais, sur les modules de régularisation, ils peuvent gérer justement la correction en toute autonomie, en juste quelques minutes et sans dépendre du service client. Très bien, merci beaucoup Raïssa pour ce tour d'horizon des nouveautés PayFit, il y en avait pas mal. Avec plaisir. N'oubliez pas, nos experts restent disponibles dans le chat pour répondre à vos questions, donc même un peu après la fin du webinaire, il resteront quelques minutes. Le replay et la présentation vous seront envoyés par mail et vous aurez aussi accès aux réponses aux questions via le replay. On vous a envoyé aussi un petit formulaire pour avoir aussi votre avis sur ce format et comme toujours, notre équipe support est là pour vous accompagner sur PayFit. Merci beaucoup pour votre attention et à très bientôt sur PayFit. Bonne journée.